Shalom à tous, on est très contents. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Shmuel Uziel pour continuer à développer cette question de l'identité dans les écrits de Manitou. Bechavod Rav Uziel. Erev Tov, effectivement, on va continuer maintenant là où on en était la semaine dernière et on va passer maintenant à ce qui revient très souvent à la fois dans les cours par oral et sous la plume de Manitou, c'est la différence entre ce qu'il appelle le juif et l'hébreu. Alors évidemment, c'est quelque chose de très connu et je suppose que je ne vous apprendrai pas grand-chose de neuf ce soir, mais tout de même, on va voir la manière dont Manitou va l'aborder dans ce texte de 1962, pardon. Et je vais vous montrer tout de suite le texte lui-même au départ, et après ça, on va essayer de développer et de trouver la possibilité, bien que ça, on va voir que ce n'est pas tellement évident, de trouver la possibilité d'essayer de comprendre exactement de quoi Manitou parle. Et on va voir que, comme je le dis maintenant, ce n'est pas toujours très évident. Alors voilà, le texte qu'on avait vu la semaine dernière, on s'était arrêté là où Manitou nous disait qu'il fallait faire attention de faire la différenciation entre la manière dont chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun des individus, pense, vit le fait de son identité, ça c'est une chose, et d'autre part, ce que l'identité est à l'échelle collective. C'est ce qu'on a vu dans tout le paragraphe précédent. Il nous dit maintenant, mais que ce passage par la mémoire collective, c'est la ligne 6 ici, je vais peut-être un peu l'élargir, vous le voyez mieux, voilà. Il nous dit ici, mais que ce passage par la mémoire collective nous sont indispensables et d'autre part une évidence historique. En effet, l'être juif n'est pas historiquement un être premier. Déjà ici, il fait pas seulement allusion, mais il commence à développer cette idée-là, que le juif, et on va voir que c'est par rapport à l'hébreu, le juif n'est pas l'identité juive par excellence. Avant l'identité juive, il y avait l'identité qu'on va comprendre être celle qui est l'identité hébraïque. Il est lui-même le résultat d'une mutation de l'être hébraïque. Donc l'être juif, c'est déjà autre chose que l'être hébraïque. C'est autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle une mutation. Quand on parle de mutation, on le comprend aisément à la façon dont Manitou utilise ce terme, il est bien évident que l'on ne parle pas ici d'une transformation, c'est-à-dire de quelque chose qui serait une identité complètement différente. Le juif et l'hébreu ne sont pas complètement différents, mais il s'agit d'un hébreu d'une autre manière. On peut être hébreu de manière hébraïque, hébreu de manière juive, hébreu de manière israélienne, etc., etc. Donc, on comprend bien que quand on parle de mutation, on ne parle pas d'éradiction de l'identité hébraïque, mais on parle qu'on l'exprime, elle devient, c'est ce qu'il appelle une mutation. Eh bien, comme dans les mutations biologiques, ce n'est pas une transformation, ce n'est pas qu'un cheval devient une machine à laver, mais on dit que donc le cheval change un petit peu de morphologie. C'est ça ce qu'on appelle une mutation. Donc, il est bien clair, nous dit-il, qu'il y a, avant l'être juif, il y avait déjà une première étape, qui s'appelait l'être hébraïque, ligne 8. Il continue en disant, l'être juif se définit déjà, c'est-à-dire sous-entendu avant, à l'origine, en fidélité à une mémoire plus ancienne, celle de l'être hébreu. Et là, dans la notion de mutation que Manitou utilise, on remarque qu'il y a la notion de fidélité et la notion d'origine. À savoir, il y a une origine, quelque chose qui va rester constant, en permanence, en constante permanence. C'est l'être hébreu. L'être hébreu va être une espèce de noyau qui va tout le temps être là, qui va tout le temps être présent. Et donc, l'être juif, c'est celui qui est fidèle à l'être hébreu. Mais quand il est fidèle, ça veut dire qu'il n'est pas exactement, j'aurais pu dire, l'expression de l'être hébreu. Il est la mutation de l'être hébreu. Il n'exprime pas à 100% l'être hébreu. Il est quelque chose qui, d'une certaine façon, est autre tout en restant pareil. Et on va voir que c'est précisément la difficulté que nous allons avoir
c'est-à-dire de définir exactement ce qui reste pareil et ce qui se différencie avec le temps. Et en un sens, nous dit Manitou, on pourrait dire que c'est à l'époque de cette mutation, il y a près de 2000 ans, que nous avons opéré notre passage à la modernité, en nous percevant déjà comme donné à une tension historique entre notre existence quotidienne et notre identité de référence. Et là, c'est très intéressant. En effet, le passage à la modernité dont Manitou semble parler ici, c'est donc dans la mutation qui fait passer l'être hébreu à l'être juif, nous avons ce qu'il appelle ici la prise de conscience qu'il y a une tension entre notre quotidien et ce que nous sommes, l'identité de référence. En gros, il y a une différence, une tension, une césure, j'aurais pu dire une différenciation entre ce que notre quotidien de l'existence nous propose et ce que notre identité de référence, c'est-à-dire ce dont nous sommes partis, nous avait déjà donné, nous avait déjà été acquis. Nous avons acquis une identité et il s'avère qu'à un certain moment, l'existence au quotidien fait que nous sentons maintenant un porte-à-faux entre ce que nous vivons et ce que nous sommes, entre ce que l'existence et l'essence. Encore une fois, nous retombons un petit peu dans le langage de l'existentialisme. C'est-à-dire, il y a tension entre l'essence, qui serait ce que Manitou appelle ici l'identité de référence, et l'existence, ce qu'il appelle ici l'existence quotidienne. Donc, il y a une tension entre les deux. Mon essence n'est pas comme mon existence, n'est pas en référence par rapport à mon existence. D'où la tension. Mais cette tension, elle a une dimension historique. Il ne faut pas oublier, Manitou pour Manitou, c'est extrêmement important, ce qu'il appelle l'historiosophie, c'est-à-dire de comprendre l'évolution historique des identités. Et donc, il nous dit, il y a une tension historique, à savoir la façon dont nous décrivons notre existence n'est plus tout à fait en relation, en harmonie avec ce que nous pensons être du point de vue de l'histoire. Comme si je me retrouvais dans comme ça peut arriver parfois, vous avez sûrement fait cette expérience, sinon c'est une expérience que je ne souhaite à personne, de se retrouver soi-même en porte-à-faux quand on est par exemple au milieu d'une fête, au milieu d'une grande rencontre, et on a l'impression d'être complètement étranger à la fête à laquelle on participe. On a l'impression qu'on est ailleurs. C'est ce que nous dit ici Manitou. On a l'impression d'être ailleurs. On est là où il faut, mais historiquement, j'aurais pu dire, la manière dont j'explique, dont je m'explique ce que je suis en train de faire ne marche plus, ne fonctionne plus selon les critères que j'avais jusqu'à présent de l'explicitation de ma présence au présent. On pourrait dire ça de cette façon peut-être un peu plus simple. Je suis là, je sais que je suis hébreu, mais je ne me repère pas du tout comme hébreu pour le moment. Je n'ai pas l'impression d'être un hébreu. C'est pas ça. Être un hébreu, c'est pas ce que je suis en train d'être, mais j'ai l'impression que c'est là que je dois être. C'est bien ça que je dois essayer d'expliquer. C'est ce qu'il appelle ici le passage à la modernité. Le passage à la modernité, on l'avait vu, il en a parlé un petit peu dans d'autres textes. Le passage à la modernité dont parle ici Manitou, c'est le fait que l'homme doit maintenant se rendre compte qu'à l'époque moderne, nous sommes les mêmes, mais de façon différente. On ne peut plus parler de la même façon de ce que nous sommes quand on est déjà à l'époque moderne, parce que les définitions, les concepts, les termes que nous utilisons sont en fait démodés. Ils ne correspondent plus à rien. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand on parlait à l'époque de la Renaissance, ou peut-être à l'époque du Moyen-Âge de l'homme, on voyait l'homme en harmonie avec le monde. Le monde était une espèce de création ordonnée dans lequel l'homme avait sa place, en général la place la plus grande, la place la plus supérieure, et il était en fait l'espèce de roi du monde, le dirigeant du monde, avec son esprit, avec sa parole, et il était capable de comprendre le monde et de repérer l'ordre divin qui était dans le monde.
arrive la modernité et on apprend que l'homme n'est qu'une parcelle du monde. Il n'est pas celui qui dirige, il n'est pas celui qui comprend, il est celui qui se trouve dans le monde. Nous ne sommes qu'une partie, une infime partie d'un monde qui nous dépasse de partout. Eh bien, le passage à la modernité, on pourrait dire, c'est justement de dire comment je fais pour continuer à être l'homme que j'étais au Moyen-Âge à la Renaissance, tout en vivant dans une époque dans laquelle l'homme, l'humain, n'est pas le centre du monde. La Terre n'est plus le centre du monde. Il y a un monde énorme dans lequel la Terre n'est qu'un infime grain de poussière au milieu de galaxies multiples et infinies. Donc, c'est ça ce que veut dire ici Manitou par passage à la modernité. Nous avons dû prendre conscience qu'il y a eu une brisure entre la façon dont nous existions jusqu'à présent, c'est-à-dire la manière dont nous nous repérions à l'intérieur du monde, à l'intérieur du monde des idées, du monde de la nature, et la façon dont maintenant nous nous voyons. Nous étions des Hébreux, les Hébreux avaient une manière de voir différente. Nous sommes maintenant des Juifs, c'est-à-dire que maintenant, nous voyons le monde de manière différente. C'est cela ce que Manitou dit quand il parle de mutation. La mutation d'identité, donc, ce n'est pas la perte de l'identité précédente, j'aurais pu dire, c'est l'obscurcissement des yeux, du regard face à notre identité. Je ne me vois plus comme je me suis vu jusqu'à présent. Je suis maintenant peut-être pas différent, mais je me vois de manière différente. Et alors, que se passe-t-il? Comment se passe ce passage à la modernité? Nous dit Manitou, pas évidemment très facile. Le passage à la modernité n'est pas facile. L'homme moderne n'arrive pas véritablement à se retrouver. On le voit bien aujourd'hui, dans le monde post-moderne, c'est peut-être quelquefois encore plus aigu. En effet, dit-il, à la différence de l'homme contemporain qui perçoit l'importance de l'histoire, on parle de tension historique, ligne 14, donc à la différence de l'homme contemporain qui perçoit l'importance de l'histoire tout en ne se reconnaissant d'autre identité historique que celle du passé. L'homme contemporain voit bien que les identités ont évolué. Il voit bien que maintenant, c'est plus ce qui était avant. Mais pourtant, je n'ai pas d'autre identité que celle duquel je proviens. Je suis français, anglais, romain, grec, etc., etc., etc. Mais il dit à la différence de l'homme qui donc reconnaît qu'il y a des évolutions, mais en fait se définit par rapport au passé, nous avons gardé notre propre mémoire, c'est-à-dire nous ne sommes pas condamnés à chercher notre identité chez l'autre qui aurait gardé la fidélité à l'être hébreu. Elle est en effet accessible à nous-mêmes, collectivement en tout cas, par le biais des personnes qui sont les porteurs de cette tradition. C'est-à-dire, nous avons la chance, dit Manitou, et on va voir comment c'est possible, nous avons la chance de ne pas essayer de nous définir par rapport aux autres comme un Français, qui ne dit pas « je suis simplement la suite des Français », mais il dit en fait « je suis les Français, je suis un Français », c'est-à-dire que je me différencie de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol. C'est surtout ça, c'est que je ne suis pas ce que les autres sont. Chez nous, nous dit-il, on a quelque chose de beaucoup plus fort. On n'est pas simplement essayer de regarder ce que les autres ne sont pas, ou essayer de regarder où est l'être hébreu. Nous avons chacun d'entre nous, et collectivement en tout cas, la possibilité de repérer des personnes qui, elles, sont toujours porteurs de cette tradition. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des Hébreux. Il en existe encore. Donc, nous avons la possibilité, la capacité de nous mettre en contact avec eux. Il n'existe plus des Grecs ou des Romains comme il y en avait à l'époque. Et dire aujourd'hui pour un Français ou pour un Grec ou un Italien, je suis un Grec ou un Romain, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, aujourd'hui, il reste encore des Hébreux. Et nous avons la possibilité donc de nous raccorder et de repérer quelque chose qui soit véritablement nous-mêmes. S'il existe des Hébreux aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes, en tout cas collectivement, dit-il, dans l'état possibilité de tous de redevenir des Hébreux. L'analyse des conditions de cette mutation serait longue à établir.
Comment ça s'est passé? Pourquoi? Dans quelles conditions? Et encore une fois, et comment se fait-il que l'hébreu n'est pas devenu une machine à laver et qu'il est devenu un juif? Comment se fait-il que c'est ça qui a finalement émergé? On aurait pu dire que l'hébreu va changer et il va devenir, je ne sais pas moi, grec ou romain. Non, il est devenu juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous dit-il, il y a deux grands éléments importants. Le premier élément dont va nous parler Manitou maintenant, c'est le fait que nous avons un rapport et une relation avec quelque chose qui est de l'ordre de l'existence. En effet, dit-il, l'hébreu vit dans un univers spirituel et intellectuel où le postulat de la Bible, deux points ouvrez les guillemets, qui est communication entre Dieu et les hommes, est une évidence simple et une donnée d'expérience. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui faisait l'hébreu hébraïque? Et quand je dis l'hébreu hébraïque, je veux dire l'hébreu hébraïque par rapport à l'hébreu juif. Et donc, il va nous dire, l'hébreu hébraïque, c'est donc un homme pour qui il était une évidence existentielle que Dieu parle aux hommes et que les hommes ont la possibilité de s'adresser à Dieu. Il y avait la prière, il y avait des prophètes. C'est donc que cette communication, et il y avait aussi la révélation, le mont Sinaï et d'autres encore. Donc, il y avait véritablement un contact, une communication. Dieu parlait aux hommes, les hommes avaient la possibilité de s'adresser à Dieu. Et donc, tant que c'était vrai, eh bien, il y avait des Hébreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ligne 24. Cela disparaît à un certain moment. C'est précisément le moment de la naissance du judaïsme. C'est-à-dire que le judaïsme, ça va être donc, on va le voir tout de suite, cette tentative de récupérer la communication dans les deux sens, on peut dire la communication en duplex entre Dieu et les hommes. C'est ce que le juif va essayer de faire. Donc, c'est quand on parle de mutation de l'identité hébraïque en identité juive, il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de devenir une machine à laver. Ce qu'on nous demande maintenant, dit Manitou, c'est en fait qu'il faut prendre conscience qu'en tant que juifs, nous allons essayer de faire, ligne 25, l'effort proprement juif qui consiste à devoir reconquérir ce qui était de l'ordre de l'immédiatement expérimental. Les Juifs d'aujourd'hui veulent redevenir des Hébreux, mais c'est plus possible, puisque l'Hébreu parlait avec Dieu et Dieu s'adressait à lui. Moi, je suis un Juif, Dieu ne me parle plus, et Dieu, je ne peux pas m'adresser à lui directement, je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Je n'ai pas la possibilité de vérifier, ou en tout cas de vérifier dans mon existence, la réaction divine à chaque fois que je m'adresse à lui dans ma prière, par exemple. Alors il dit oui, c'est vrai, parce que ce que va faire le Juif, c'est aller essayer de reconquérir par la connaissance. C'est là que se situe le Juif. Il s'agit maintenant non plus de vivre au sens, j'aurais pu dire, véritablement existentiel de l'existence, vivre la communication avec Dieu, mais il va s'agir véritablement de prendre la possibilité de recréer une communication grâce à la connaissance. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière sur ce qu'il avait appelé l'être de savoir et l'être d'existence, c'est-à-dire le savoir-être et l'être, on pourrait dire. Il s'agit maintenant de savoir ce qu'avant on vivait sans même se poser la question. Vous vous rappelez du Stam Yehudi de la semaine dernière? Le Stam Yehudi, c'était l'hébreu, c'est-à-dire celui qui avait l'expérience justement de cette communication avec Dieu. Et donc lui n'avait absolument pas besoin de comprendre, de savoir ce que signifie communiquer pour essayer de le récupérer d'une certaine façon. De la même façon, par exemple, que je veux savoir qui est la personne qui m'a téléphoné. Savoir qui est la personne qui m'a téléphoné, je vais donc m'adresser à tous les gens qui le connaissent, je vais regarder sur Internet, son profil Facebook et tout ce qu'il a fait, et je vais me créer une image de cette personne et d'essayer de comprendre qui il est. Mais il est bien clair que ça ne veut pas remplacer une rencontre directe avec lui. C'est ce que je vais essayer de faire autour pour arriver. Mais il n'empêche que si jamais je ne rencontre pas cette personne,
j'ai au moins son profil Facebook, sa photo, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Au fond, je m'y suis en fait déjà frotté. C'est quelqu'un avec lequel j'ai déjà eu un contact. En fait, j'ai déjà contact avec lui, mais pas directement. J'ai au fond créé quelque chose. Je suis juif. L'hébreu, c'était celui qui avait rencontré Dieu. Pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas besoin de chercher à comprendre quoi que ce soit. Il suffisait de savoir arriver à mettre en place cette communication. Mais là, en fait, on essaye de comprendre, de connaître quelque chose avec lequel on a perdu le contact direct. Est-ce que les Chinois existent? Tant que je n'en ai pas rencontré, je peux savoir, connaître tout ce que je veux sur la Chine. Ça ne me fera pas remplacer la rencontre avec un vrai Chinois. Et j'aurai toujours un doute. Peut-être il n'y a pas de Chinois. Mais quand j'en ai rencontré un, ça y est, ah oui, il y a des Chinois. D'où la nécessité, nous dit Manitou à la ligne 27, de prendre comme repère unanime les monuments scriptuaires des Hébreux tels que les Juifs en ont hérité. Évidemment, il veut dire par opposition aux chrétiens, par opposition aux Sadducéens, par opposition aux Esséens. C'est-à-dire, évidemment, on parle ici de la façon dont les monuments scriptuaires. Regardez le terme monument scriptuaire. Si Manitou ne l'avait pas écrit, je n'aurais pas osé l'écrire ou l'en parler. Il parle comme d'un monument, comme on va visiter la Tour Eiffel, ou l'Arc de Triomphe, ou le Palais des Princes à Rome. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est un monument. Ce n'est pas vivant, c'est un texte. Mais c'est un fond commun de notre identité commune. C'est au niveau de ces textes que nous existons comme Israël. C'est ça, être Israël, c'est ça, être un Hébreu. Pour nous, on ne peut pas être autrement un Hébreu que comme cela. C'est pour cela, au niveau des textes, c'est comme ça. C'est notre existence. L'existence juive qui vivait une communication permanente, une communication possible entre le Créateur et la créature, est devenue maintenant l'existence juive qui existe par la connaissance des textes qui décrivent, expliquent et décryptent cette communication qui existait à l'époque. Et donc, grâce à la connaissance, grâce à l'évolution de l'âme de l'homme, on espère ainsi revivre, réexister, reprendre vie, comme l'avaient fait les Hébreux à l'époque. Je voudrais rappeler une définition, si je ne m'abuse, de Kafka sur la littérature. Kafka disait, si je ne m'abuse, je pense que c'est lui qui le disait, que la littérature n'est pas là pour raconter une histoire et intéresser les personnes. Ça, c'est aujourd'hui. Dans la société mercantile et dans la société donc dans laquelle ce qui est véritablement important, c'est le profit. Alors, ce qui est important, c'est de vendre un livre. Kafka n'était pas intéressé à vendre des livres. Ce qu'il voulait, c'est transmettre ce qu'il avait à dire par la littérature. Pour lui, la littérature, c'était un moyen de communication. C'est-à-dire, dit-il, que je veux communiquer avec toi par le livre. Je veux que quand toi, tu vas lire mon livre, en fait, tu me parles et je te parle. C'est un petit peu ça ce que Manitou nous exprime ici quand il parle de transformer la présence immédiatement expérimentable de Dieu et de la communication avec Dieu par l'étude, la connaissance des textes qui sont les textes scriptuaires des Hébreux. Et donc, nous reprenons le texte des Hébreux et nous essayons donc, par l'intermédiaire de l'étude et de la connaissance de ces textes, de revenir récupérer l'identité hébraïque et, encore une fois, celui qui fait l'effort d'utiliser ces textes, de les apprendre, de les connaître, dans l'intention de recréer l'identité hébraïque, est ce qu'on appelle un hébreu juif. C'est ça un juif. Donc, le juif ici passe par nécessairement le critère de l'étude et de la connaissance. On ne peut pas être juif sans connaissance, mais on peut être hébreu sans connaissance. Évidemment, un prophète avait aussi des connaissances, un prophète avait aussi étudié, mais c'était différent. Il vivait cette communication. Il n'avait pas besoin de la connaître, parce qu'il savait de quoi il parle. Nous ne pouvons que connaître pour le moment. Quand la prophétie reviendra, on aura la possibilité, évidemment,
de pouvoir aussi vivre ça au niveau existentiel. Quoi qu'il en soit, dans une nomenclature terminologique assez proche de celle de l'existentialisme, encore une fois, Manitou donc parle de la reconnexion entre l'essence et l'existence. Si au niveau de Sartre, on pourrait affirmer il n'y a pas d'essence, il n'y a que de l'existence, Manitou nous dirait l'existence, c'est la façon dont l'essence transparaît dans le quotidien. Et c'est ça qu'il faut récupérer par l'intermédiaire de la connaissance. C'est le premier volet, nous dit-il dit. Deux éléments. C'est les conditions, nous dit-il, de la mutation. Donc, la mutation Israël-hébreu, Israël-juif, c'est donc le fait que l'hébreu était quelqu'un, Israël-hébreu, était quelqu'un qui vivait cette existence de communication avec Dieu, cette présence tangible, prégnante de Dieu, et que le juif qui l'a perdu essaye de la récupérer par le biais de l'étude des textes qui nous enseignent ce que c'était que cette communication. C'est le premier niveau, je peux dire niveau, pardon, mais c'est la première condition. Deuxième condition, dont Manitou parle ici maintenant, le second élément est représenté par une mutilation corollaire de cette mutation. À savoir, il ne va pas sans dire que le juif ne sera pratiquement jamais à 100% un hébreu. C'est ça dont il parle ici. Il y a une mutilation. Quand on passe de l'hébreu au juif, on perd quelque chose. Ah, c'est clair. C'est clair que l'hébreu ne sera pas un juif. Le juif essaye de récupérer ce qui avait été vécu, mais le vécu existentiel ne se récupère pas par l'intermédiaire de l'histoire, par l'intermédiaire de la connaissance et de l'histoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, connaître tout ce que l'on peut savoir sur une personne par l'intermédiaire de ses traces dans les réseaux sociaux ne fait pas la connaissance de la personne. Mais c'est déjà pas mal. L'être d'Israël en vert devant vous, de l'histoire juive, n'a plus la même extension que celui de l'histoire hébraïque. L'histoire juive est donc une histoire de la connaissance, une histoire de l'étude, une histoire de texte. J'aurais pu dire un petit peu à la manière du lycée, un petit peu à la manière de l'école. Eh bien, l'histoire juive, c'est l'histoire d'une étude de texte. Nous étudions des textes. Et nous espérons, comme le dit Kafka, arriver par l'intermédiaire des textes à vivre véritablement ce dialogue rénové avec le Créateur. Mais il n'en demeure pas moins, nous dit Manitou, que quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, on n'en est pas là. On ne sera pas véritablement en communication exactement pareil. Et nous dit-il, pourquoi? Parce que la dimension de l'homme qui étudie, c'est une dimension identitaire, personnelle et individuelle. C'est moi qui étudie, c'est moi qui lis, c'est moi qui comprends, et donc c'est moi qui connais. La relation de la personne au groupe ne se découpe pas de la même façon. C'est là que l'on perçoit que l'identité Israël peut même, je rajoute, se perdre. Parce que quelqu'un peut peut-être même étudier les textes. Je ne parle pas de celui qui n'étudie pas, celui qui ne connaît pas. Alors lui, évidemment, il se retrouve dans une situation dans laquelle il est d'une certaine façon hors jeu, hors de la possibilité de se remettre dans le contact qui était celui du vécu existentiel de l'époque du Tanakh. Mais donc, nous dit-il, cette relation au groupe n'est plus pareille. Et donc, je peux très bien, même quelquefois, parfois, malheureusement, étudier, approfondir les textes et n'avoir plus aucun rapport avec l'identité d'Israël. Je peux être quelqu'un qui ait une connaissance parfaite de la Gemara, du Midrash, du Zohar, et être complètement en dehors du coup. Parce que ce que je fais, c'est que je l'étudie sans avoir l'intention de recréer, de reprendre l'identité hébraïque, Israël hébraïque, l'Israël hébreu. Et que je le fais simplement parce que c'est intéressant, parce que c'est un défi pour l'esprit.
C'est une manière d'avoir une épreuve à surmonter et de réussir à la surmonter. La joie de réussir quelque chose de difficile. Et il nous explique une certaine hérédité plus psychique que biologique est confiée à des lignées diverses qui ne représentent plus qu'une partie de l'Israël hébreu. C'est la mutilation dont nous parlons. Chacun d'entre nous, parce qu'il parle d'une hérédité psychique, on pourrait parler peut-être même d'hérédité culturelle, en fait, d'une certaine hérédité culturelle, on vient d'un certain milieu, on vient d'une certaine culture, on vient d'une certaine connaissance, d'une certaine manière de voir, d'une certaine tournure d'esprit, qui fait que nous ne sommes pas véritablement capables de recréer entièrement ce qu'était l'esprit de l'Israël hébraïque. Et donc, nous étudions, nous comprenons, mais en fin de compte, on va dire comme ça, on fait le tri. Et il va donc se passer quelque chose d'extrêmement compliqué. On étudie, mais sans avoir véritablement l'envie de rester fidèle à l'identité hébraïque. On étudie pour acquérir une nouvelle identité, on va l'appeler l'identité juive, mais cette identité juive-là, elle n'est que partiellement identité hébraïque. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment l'intention de me racoler à l'identité hébraïque. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'avoir une identité que j'appelle l'identité juive, mais en prenant l'histoire et ce qui s'est passé jusqu'à présent au niveau de l'identité hébraïque comme quelque chose qui ne me concerne pas véritablement. Imaginez un professeur d'université, pas spécialement juif, pas spécialement goy, quelqu'un, n'importe qui décide d'étudier la pensée, c'est-à-dire le Tanakh, la Gemara, le Zohar, on peut dire comme ça, tout le corpus comme il nous appelait, le monument scriptuaire de l'identité hébraïque, mais il étudie à des fins ethnologiques. Comprendre ce que c'était que l'homme à l'époque du Tanakh et de la Gemara. Il dit quelqu'un qui le fait de cette façon-là, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est rattaché avec cette identité. Il le dit ici à la ligne 6 en bleu, si cette hérédité, le fait qu'il se sent venir d'une génération qui auparavant était hébraïque, mais si cette hérédité n'est pas nourrie par un comportement de fidélité à l'identité première, elle se dilue et disparaît. Et donc, on a la création d'un juif bizarre, un juif qui n'est plus hébreu. Il est autre chose. Et il n'est pas non plus un hébreu parce qu'il ne veut pas non plus rester fidèle à l'identité hébraïque. Pour lui, l'identité juive, c'est quelque chose de nouveau. Il est devenu une machine à laver. Et donc, il est fier d'être une machine à laver parce que c'est grâce à ses efforts qu'il a réussi à transformer un cheval en machine à laver. Mais il n'en demeure pas moins que c'est plus un cheval, ça n'a plus aucun rapport avec ce qui était avant. L'expérience d'Imanitou montre là aussi que quelle que soit la diversité des différentes façons d'être juif, de par l'histoire de l'exil, elle ne s'identifie que par référence à l'unique repère représenté par la tradition d'identité historique ainsi définie. Il dit, et fin donc, être juif, l'identité juive, va donc se mesurer à l'échelle, à l'aune de ce que c'est que la fidélité à l'identité première. C'est comme ça qu'on va définir un être juif. Un être juif, l'identité juive, c'est pas quelqu'un qui connaît un texte, c'est pas quelqu'un qui étudie un texte, c'est quelqu'un qui connaît et étudie un texte pour rester fidèle et faire réapparaître et émerger l'identité première qui était l'identité d'Israël hébraïque. Il dit c'est cela la véritable définition. Et c'est cela qu'il va falloir donc rechercher pour véritablement être l'expression de cette identité hébraïque qu'on avait déjà à l'époque. Et donc Manitou continue en disant, il apparaît donc normal qu'à l'échelle individuelle, tels juifs ne perçoivent pas ou ne perçoivent plus le caractère religieux de l'identité de l'homme de la Bible. Il n'en demeure pas moins que du point de vue de son identité collective, l'identité d'Israël se définit comme telle. Et donc un homme non religieux peut être juif d'une certaine façon. Et donc il est juif parce que
le fait qu'il ne soit pas religieux, c'est-à-dire qu'il ne soit pas complètement fidèle à la tradition de l'identité, ne veut pas dire qu'il est complètement déconnecté, mais ça veut dire il y a ce que Manitou a appelé tout à l'heure de manière poétique une mutilation corollaire de cette mutation. Il est mutilé, il est infirme, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un homme. C'est un homme infirme, c'est un hébreu infirme. Il lui manque quelque chose, mais il est quand même, du point de vue de son identité, mais collective, lié à l'identité d'Israël. Et donc, le fait qu'il s'affirme comme juif et qu'il agisse comme juif fait que même s'il n'est pas complètement hébreu, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement juif voulant devenir hébreu, il est quand même juif parce qu'il a déjà une certaine partie de cette authenticité qu'il va falloir maintenant essayer de récupérer plus tard. Et Manitou, conscient de la problématique que cela soulève, nous dit à la ligne 15, cela doit nous mener à poser notre problème de façon maintenant plus authentique, plus spécifique, et nous habituer à considérer ce qui nous divise du point de vue de ce que représente notre être historique. Cela peut facilement être mis en équation. Comme je disais, Manitou aime beaucoup le terme équation, peut-être parce qu'il n'a pas fait de maths et qu'il a fait surtout de l'ethnologie, donc la fascination pour l'équation des mathématiciens. Un croyant juif n'est pas n'importe quel croyant. Il est le croyant, le fidèle au sens strict de la religion juive qui est elle-même la fidélité à l'identité hébraïque. Voilà. C'est ça la définition de l'identité juive. C'est ça être croyant juif. C'est pas de croire à un certain nombre de choses, mais c'est être celui qui veut rester par l'intermédiaire de sa foi fidèle dans le cadre de la religion juive à l'identité hébraïque. Si un membre de la collectivité juive ne perçoit pas subjectivement et au niveau de l'expérience ce que fut l'expérience immédiate de l'hébreu, ben oui, comment je peux le faire? Il n'y a plus de prophétie, Dieu ne s'adresse plus à nous, moi je ne sais plus comment prier. Comme vous le savez très bien, dans les cours que Manitou donnait sur la tfila tous les ans, il disait bien clairement que celui qui peut véritablement prier, la véritable prière, c'est celle qui est exprimée par un prophète. Nous n'exprimons pas une prière. Nous exprimons la prière des prophètes. Nous répétons ce que les prophètes disent, parce que seul le prophète savait quoi dire. Et donc, dit-il, ceux qui fut l'expérience immédiate de l'hébreu, ben alors, si je ne peux pas, alors qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce qui me reste? Il peut, à tout le moins, y participer par le biais de la connaissance, mais ce n'est pas suffisant, parce que là, je suis individuellement, jamais, il y aura toujours une mutilation. Je ne pourrai jamais être complètement. Alors, qu'est-ce qui me reste? Même au niveau de la connaissance, ce n'est pas suffisant. Il dit oui, il faut deux choses. Le biais de la connaissance et, en plus, au niveau de la collectivité à laquelle il est inconditionnellement relié par l'histoire. C'est-à-dire que je me considère solidaire absolument, totalement, sous toute forme de figure, et le mot figure apprend de sens géométrique pour faire plaisir à Manitou, et donc il ne doit surtout en aucun cas transformer en caractère contingent ce qui au niveau de l'identité historique reste l'essentiel, et là est tout le problème des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous semblent absolument superflues et que l'on délaisse et qui en fait s'avèrent être des choses les plus importantes et plus principales. Je vais donner par exemple un exemple. Il y a certains juifs qui n'hésitent pas à dire que qu'être juif, c'est pas nécessairement croire en Dieu. On n'a pas besoin de Dieu pour être juif. On peut être juif sans Dieu. Nous dirait Manitou, il me semblerait que c'est vraiment l'essentiel. Si tu oublies qu'il y a un créateur, qu'il y a Dieu, alors il ne reste pas grand-chose de l'identité hébraïque. Et donc, en tant qu'identité juive, tu ne crées pas grand-chose de véritablement performant ou en tout cas, dire quelque chose qui soit convaincant. Donc maintenant, comme vous le voyez, Manitou nous exprime là de façon très très claire que l'identité juive est donc une identité qui n'est pas une identité première. Il va falloir tout le temps être en rapport et en relation avec l'identité hébraïque. Maintenant, avant de commencer, et après ça, d'essayer de montrer, peut-être la semaine prochaine, ce que nous ferons, je parlerai à ce moment-là peut-être beaucoup plus longuement
sur la façon dont Manitou définit donc l'identité juive et essayer de la replacer dans le contexte de l'époque en montrant ce que André Neher disait, ce que Emmanuel Levinas disait à la même époque, pour essayer de comprendre ce que c'est que l'identité juive, parce que, comme je vous l'avais dit dans le cours précédent, celui d'avant, je ne me rappelle plus, Manitou n'est pas le seul à avoir écrit un article sur ce qu'il appelle l'identité juive. Il y avait, comme je le disais, à son époque, il y avait, par exemple, il y avait André Neher, qui a écrit un livre entier qui s'appelle L'identité juive. Emmanuel Levinas a écrit un grand article qui est apparu ensuite dans Difficile Liberté et qui parle, elle aussi, de l'identité juive. Et donc, il va être très intéressant, dans le prochain cours, et peut-être même dans celui d'après, de faire la correspondance entre les différentes façons dont on définit ici l'identité juive. Ce qui est important, c'est de remarquer que pour Manitou, il y a véritablement un déplacement, on peut dire comme ça, un déplacement ontologique entre l'être juif par rapport à l'être hébreu. Pour lui, le fait même, je reviens sur les deux termes que Manitou a utilisés. Le premier terme, c'est que l'hébreu vit dans l'univers spirituel et intellectuel ou le postulat de la Bible, la communication, etc. Et donc, il dit, nous existons au niveau des textes. On comprend bien qu'exister au niveau des textes, c'est pas exister. C'est exister au niveau des textes. Exister tout court, ça veut dire exister sans rapport avec les textes. C'est être comme on est. C'est le Stam Yehudi dont Manitou parlait tout à l'heure. Donc, il dit, le Stam Yehudi, c'est déjà presque un hébreu. C'est quelqu'un qui ne se pose pas la question de l'identité. C'est la première chose. Donc, je dis, il y a déjà une dérive, une certaine dérive, un certain déplacement. Deuxièmement, il y a ce qu'il appelle mutilation, corollaire de cette mutation. Et donc, il y a quelque chose pour Manitou qui est du niveau du ratage. Il y a comme un ratage dans le passage dans la mutation entre l'identité hébraïque, Israël hébreu, à l'identité juive, l'Israël juif. Et là, c'est important parce que ça veut montrer que nous sommes dans une situation dans laquelle le juif ne peut pas être un hébreu. L'hébreu, c'est quelque chose de différent, quelque chose de plus parfait, de plus complet. Et le juif n'est pas un hébreu, ni parfait, ni complet. Qu'est-ce qui manque dans cette description, dans cette description de Manitou? Il manque ce que certainement vous avez entendu, pas seulement par moi, mais aussi par d'autres qui donnent des cours sur Manitou, et dans les livres aussi qu'on fait paraître en hébreu et en français, qui ont paru ces dernières années, tous les livres qui ont paru. À chaque fois que Manitou parle de l'identité juive, il fait toujours référence à la galoute. C'est-à-dire, il dit que l'identité juive, c'est au moment où on a été exilé hors du pays, après la destruction du Second Temple, et donc, à ce moment-là, on a dû réagir en tant qu'aller en exil, en tant qu'exilé. Et c'est en tant qu'exilé que nous avons dû commencer à prendre conscience de ce que pouvait être l'identité hébraïque quand on n'est plus sur sa terre, quand on n'est plus avec le contact direct que nous avions avant. Mais comme vous l'avez remarqué, il parle ici donc en disant, il y a plus de 2000 ans, nous avons opéré notre passage à la modernité. C'est-à-dire que pour Manitou ici, il ne fait pas allusion à la notion de galoute, parce qu'il ne parle pas ici des causes et des conditions de la manière dont nous sommes devenus juifs. Il parle ici de ce qu'il a nommé, je reviens sur le terme ici parce que c'est important de rappeler, l'analyse des conditions de la mutation, etc., sont longues à établir. C'est la galoute. Il dit, j'en parle pas. C'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Je ne veux pas parler de la galoute. Que de quoi je veux parler? Je veux noter deux éléments importants au niveau de la définition de ce que c'est que le juif, l'identité juive, par rapport à l'identité hébraïque. L'article qu'on lui avait demandé d'écrire, ou qu'il a décidé d'écrire, sur l'identité juive, était un article qui venait donner la description ou le chemin pour essayer de comprendre le comment, le tenant et les aboutissants de l'identité juive. Il a dit, on ne m'a pas demandé d'essayer d'expliquer pourquoi on en est là.
Et qu'est-ce que ça représente? Je veux expliquer ce qu'est l'identité juive dans sa relation avec l'identité hébraïque. Et c'est donc ce qu'il fait là. Maintenant, quant à savoir pourquoi, comment et dans quelles conditions, et en plus, comment ces conditions ont influencé, crie l'exil, comment l'exil a influencé, qu'est-ce que l'exil représente, le rapport avec les autres nations, la traduction dans chacun des pays dans lequel chacun d'entre nous a été exilé, et qui est en fait une traduction qui fait qu'il y a le juif français, le juif anglais, le juif allemand, le juif espagnol, c'est-à-dire un juif qui correspond à une manière d'être homme. Eh bien, tout cela, ça apparaît dans les autres textes de Manitou, mais ici, ça n'apparaît pas parce que ce n'est pas le propos de Manitou. Ce qu'il veut essayer de nous montrer ici, c'est qu'est-ce que c'est que le juif par rapport à l'hébreu, parce qu'on lui a demandé ou qu'il a décidé de parler de l'être juif. Donc, il faut bien faire, et c'est pour ça que vous ne trouvez pas ici, pour le moment en tout cas, même par la suite d'ailleurs, une référence directe avec la galoute, quoique, on va voir que vers la fin, évidemment, il va en parler. Troisièmement, et c'est sur cette remarque que je terminerai aujourd'hui, où sont passés les goïms là-dedans? Où sont passés les goïms? C'est-à-dire, on a véritablement l'impression, et il va falloir s'y mesurer par la suite, on a véritablement l'impression qu'on est en vase clos complètement. Les Juifs, c'était des Hébreux. L'Israël hébreu a mutationné, parce que j'aime pas le mot muter, mais voilà, il est devenu un Hébreu, un Israël juif. Mais où sont passés les goïms là-dedans? Pourquoi Israël hébreu devient Israël juif? Et quand s'il était tout seul? Est-ce que c'est véritablement cette mutation serait possible sans la présence des goïms, sans la présence des autres nations? Peut-être je vais affiner la question. Y a-t-il nécessairement une influence, un rapport, une relation entre Israël et les nations qui peut avoir une importance à l'intérieur de la mutation hébreu-juif, ou bien faut-il dire et admettre qu'il n'y a pas d'influence quelconque des nations et que la transformation hébreu-juif se fait absolument en vase clos? On a l'impression, nous dit Manitou, que c'est cela qui se produit. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne parle pas des conditions dans lesquelles c'est arrivé. Et c'est pour ça que, jusqu'à présent, on n'a véritablement pas eu l'impression que ça date. Pourtant, il y a un petit mot, ici, regardez bien, ligne 8. L'expérience montre là aussi que, quelle que soit la diversité des différentes façons d'être juif, de l'histoire de l'exil, elle ne s'identifie que par référence à l'être unique, etc. Là, on voit qu'il fait allusion à l'histoire de l'exil et l'être juif. Il y a des juifs français, anglais, allemands, etc. Et donc, ici, comme j'ai dit, c'est pas ça le plus important. Mais il y fait allusion. Et il va falloir par la suite qu'on apporte, qu'on affine ce que Manitou dit en remettant ça dans le cadre de la relation aussi avec le reste des nations. Donc là, on va s'arrêter là pour le moment. La prochaine fois, je vais montrer comment on peut essayer de voir la manière dont Manitou définit l'identité juive en faisant le parallèle et les différences avec, dans un premier temps, avec André Neher, peut-être dans un second temps aussi avec Emmanuel Levinas, pour comprendre d'où on en est. Et on pourra passer à la deuxième remarque de Manitou, à savoir la différence entre l'individu et le collectif. Où se situe cette différence et en quoi elle est véritablement importante et essentielle pour comprendre la nature et l'essence même de l'identité juive. On peut poser une question? Bevakasha. Tout le début du cours, si j'ai bien compris, ça faisait dire que la différence entre le juif et l'hébreu, c'était que l'hébreu, il y avait des prophètes, il y avait une relation directe entre Dieu et l'homme. Oui. Et donc, à contrario, à maintenant, on dit qu'il y a une mutation, on revient à l'hébreu, mais il n'y a toujours pas de prophétie, alors on est toujours juif. C'est un peu dans les définitions de l'hébreu ancien, si c'est seulement la prophétie,
Alors, il n'y a aucune mutation de nos jours, on n'a toujours pas de prophétie, je ne sais pas très bien. Ce qu'il veut dire, c'est pas qu'il y avait la présence de la prophétie comme condition sine qua non de la présence de l'identité hébraïque. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait une évidence aux yeux de l'identité hébraïque de la communication avec Dieu. Pour nous, c'est pas évident, on la lit dans les textes. À l'époque des prophètes, c'était quelque chose de vécu. Mais même à l'époque où la prophétie a commencé à disparaître, mais que les hommes d'Israël, que l'Israël de l'époque était encore dans la période hébraïque, pour eux, c'était une évidence. Le fait qu'ils lisent la Torah, comme le dit par exemple Manitou, quand il dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz », n'importe quel texte théologique aurait commencé par nous expliquer de quel Dieu on parle et qui c'est ce Dieu et qu'est-ce qu'il fait. Or là, ce que le texte nous dit, c'est que Dieu a créé la terre et la terre. C'est une évidence pour tout le monde que Dieu est là, et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'il a créé le monde. Mais c'est une évidence pour tout le monde. C'est ça dont il veut parler. C'est une évidence. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il y avait des prophètes au moment où les Hébreux parlaient. C'est à partir du moment où on est parti de la terre d'Israël, qu'on a été exilé, qu'a commencé à se perdre cette évidence et qu'on a commencé à lire les textes. C'était un peu parallèle, l'exil et la fin de la prophétie. Oui, tout à fait, absolument. Donc, c'est difficile. C'est parallèle, mais ce n'est pas nécessairement l'un avec l'autre. Merci. Bonsoir, Rav. En fait, quand vous dites que Manitou a effleuré le rôle des goïms, enfin la position enfin sa définition par rapport aux goïms, le fait de parler de l'exil qui a rendu l'hébreu juif, déjà l'exil c'est par rapport aux goïms. Oui, tout à fait, mais comme vous l'avez remarqué, il ne parle pas du tout de l'exil. À un certain moment dans le texte, il rajoute juste une petite phrase en disant les différentes manières d'être juif dans la Gola nous montrent bien qu'il y a bien différentes, j'aurais pu dire, différentes affinités dans l'identité juive qui sont donc toutes chacune d'entre elles, est une mutilation par rapport à l'identité hébraïque première. C'est tout ce qu'il dit. Mais donc, il fait bien allusion qu'il y a un rapport avec l'exil, mais sans rentrer dans les détails. Pour lui, comme si tout se passait en vase clos. Dans ce texte. Alors, c'est justement ça qui va être intéressant, c'est que une fois qu'on aura terminé le texte et qu'on aura vu dans l'ensemble, c'est de le replacer en disant, oui, mais on sait par ailleurs que Manitou tout le temps parle du fait que le juif, c'est l'hébreu de la galoute. Alors, où est-il passé, l'hébreu de la galoute là? Oui. Donc ça, je n'ai pas encore répondu à la question, on va la voir plus tard. Mais il faut dire que ce texte, il date de 1962, vous avez dit. Oui, oui, tout à fait. C'était à une époque où je ne pense pas que Manitou insistait autant sur l'importance d'Israël que par la suite. Ça peut expliquer aussi le fait qu'il n'en parle pas. Ça présuppose, la solution que tu proposes, elle présuppose deux choses. Premièrement, qu'il y a eu deux Manitou. C'est intéressant en tant que tel. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, beaucoup de gens qui y sont opposés. Et donc, il va falloir effectivement vérifier est-ce qu'il y avait deux Manitou. Le Manitou d'avant la montée en Israël et le Manitou d'après la Aliyah en Israël. Et donc ça, c'est ce que tu proposes, c'est ça. C'est de dire, en fait, il était différent, il avait une autre manière de voir avant qui a ensuite été changée. Donc c'est très intéressant de pouvoir le définir. Et deuxièmement, ça serait dire aussi que son rapport à la galoute serait différent. Là aussi, ça serait intéressant à repérer. Si effectivement, même si on admet qu'il y a une continuité dans la pensée de Manitou, comme par exemple le présuppose beaucoup des commentateurs de Manitou aujourd'hui, et notamment Chaim Rothenberg dans ses livres, qui écrit dans une des préfaces, je ne sais plus de quel volume, de Sefer HaToldot, qu'il a choisi comme position d'admettre qu'il y avait une unité plus ou moins constante dans la pensée de Manitou, mais que quoi qu'il en soit, il va choisir les textes qui correspondent au dernier Manitou. C'est ce qu'il dit là-bas. C'est-à-dire qu'il dit, il y aurait peut-être des différences entre un premier et un deuxième Manitou, mais lui il décide de choisir d'aller d'après le second Manitou, tout en pensant qu'il y a une certaine continuité entre les deux.
L'être hébreu dont vous parlez, il existait au début et il existera dans le futur. Mais Oui, j'imagine qu'il ne s'agit pas du même être hébreu, puisqu'on ne voit pas l'histoire comme un cercle qui revient sur lui-même, mais plutôt comme une ligne, n'est-ce pas? ça va être assez compliqué. C'est une question très compliquée parce que la réponse à cette question va dépendre précisément de la façon dont on va devoir, on peut dire, analyser ce qu'il pense de l'identité juive. Parce qu'il y a deux possibilités de l'expliquer. Soit on peut l'expliquer effectivement comme une ascension permanente à partir de l'hébreu en passant par le juif pour revenir à un hébreu encore mieux ou meilleur ou différent que l'hébreu du départ, ou bien ce qu'il laisse supposer ici, Manitou, dans le texte que nous sommes en train de lire, que nous revenons à l'émergence d'un certain hébreu qui était émergent déjà avant, mais qu'il ne s'agit pas de la création d'un nouvel hébreu. Et donc, il n'y aurait pas de nouvel hébreu. C'est le même qui va émerger. C'est deux possibilités. Alors, Une effectivement, spirale ça serait ascendante. circulaire. Il n'y aurait pas d'ascendant, ce serait seulement circulaire. Et pas circulaire dans le même sens de la circularité comme le mythe de l'éternel retour pour ceux qui connaissent chez Eliade notamment. Merci beaucoup. Oui, Bakacha. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, bon, comme d'habitude, ce qui est passionnant, à propos de la question de Brigitte, c'est un autre domaine, mais ça me rappelle un petit peu ce Sod Anessira, quoi, que finalement, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se voile, cette identité hébraïque qui se voile, et puis après, il y aura à nouveau retrouver cette identité, quoi. La question qui est sous-jacente à ce que je proposais, c'est de dire est-ce qu'il est existentialiste ou essentialiste? C'est ça la question que je voulais poser. C'est-à-dire, est-il existentialiste comme le propose Brigitte? C'est de dire qu'il y a une évolution de l'identité, que l'hébraïsme devient le judaïsme, qui va redevenir un hébraïsme israélien, par exemple, de type nouveau. Et donc, on assiste véritablement à une création d'identité en permanence. Mais le terme mutation semble dire que Manitou a tendance, en tout cas dans le texte que nous voyons ici, à parler d'essentialisme. Il y a une essence première, une identité de référence. C'est le terme qui revient. Et donc, il n'y a pas de nouvelle identité. Il y a à chaque fois le fait de se rattacher à quelque chose qui est toujours présent. Et ce qu'il va falloir essayer de montrer, ce que je vais essayer de montrer par la suite, c'est qu'en fait, il y aurait peut-être une présence permanente, un noyau permanent, qui est celui qui doit à chaque fois émerger à toutes les époques, peut-être quelquefois de façon différente, mais c'est le même. J'ai compris. Toda Rabba, Chazak Ubaruch. Bevakasha.